Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de vidéos sous forme de formation sur la solution de Keycloak. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne ou vous avez déjà regardé des anciennes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, et c'est très important, à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ce qui est cool, c'est que c'est gratuit. Et la seule dépense que vous allez faire, c'est la petite calorie nécessaire à votre corps pour bouger le doigt qui fera le clic sur s'abonner. Ça, c'est pour la petite blague. Et d'autre part, cela vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. Ceci dit, commençons tout d'abord par répondre à la question « C'est quoi Keycloak ?» Alors, Keycloak est souvent présenté comme étant une solution de gestion des identités et des accès, et aussi sous le terme de solution IAM, donc qui n'est rien d'autre que l'acronyme Identity and Access Management. Ce qui n'est pas faux bien sûr. Par contre, pour être plus précis, Keycloak est surtout un Identity Provider, donc un IDP. Car le terme IAM est plus général et on retrouve bien sûr dans le domaine de l'IAM d'autres produits qui ont pour but d'apporter d'autres fonctionnalités dans la gestion des identités et des accès et qui ne sont pas dans le scope d'un Identity Provider. D'ailleurs, c'est avec cette appellation que vous allez plus retrouver Keycloak au niveau des organisations. Un autre point qu'il faudrait savoir aussi est que Keycloak est une solution open source maintenue par l'entreprise Red Hat. D'ailleurs, si vous retrouvez un Identity Provider basé sur un logiciel au nom de Red Hat SSO, au niveau d'une organisation, c'est sûr et certain que c'est du Keycloak qu'il y a derrière, avec peut-être une latest version un peu différente que celle de l'open source, mais c'est tout à fait normal. Du coup, c'est quoi la différence entre la solution source et la commerciale de Red Hat? Tout simplement, vous bénéficierez du support et de l'expertise de Red Hat. Alors qu'avec la version open source, vous allez vous appuyer plus sur l'expertise de la communauté. Maintenant qu'on sait c'est quoi Keycloak, c'est en toute logique qu'on se posera la question suivante. Quelles sont les fonctionnalités que propose Keycloak? Donc Keycloak prend en charge pas mal de fonctionnalités pour gérer les accès des utilisateurs. La première qu'on pourra citer est la suivante. Donc Keycloak nous permettra de stocker les informations sur les identités de votre organisation ainsi que leur habilitation. Keycloak supporte aussi les protocoles standards d'authentification tels que le SAML et l'OIDC pour l'OpenID Connect et de délégation des autorisations pour le OAuth 2. Elle permet aussi de mettre en place le Single Sign-On, donc pour le SSO. Keycloak propose aussi plusieurs moyens d'authentification tels que le MFA pour le Multi-Factor Authentication, l'OTP pour tout ce qui est One Time Password, et le WebAuthn pour tout ce qui est passwordless. Donc le but de cette fonction est de décharger les applications des processus d'authentification et laisser du coup les développeurs de se concentrer sur le développement des fonctionnalités métiers sans se préoccuper de cet aspect précis de la sécurité. Keycloak permet aussi de faire de l'identity brokering et du social login. Donc, c'est-à-dire utiliser Facebook, Google, Twitter ou d'autres réseaux sociaux pour s'authentifier à une application. Donc, Keycloak propose bien sûr une liste de réseaux sociaux qu'elle prend en charge. Donc, ça, c'est pour ce qui est du social login. Et pour ce qui est de l'identity brokering, le principe est de permettre aux utilisateurs d'utiliser un autre IDP qui serait déjà implémenté au niveau d'une organisation, typiquement de l'Okta. Keycloak permet aussi de faire de la fédération des utilisateurs, donc un point important aussi,
Cette fonctionnalité nous permettra de connecter Keycloak à un référentiel d'identité déjà existant pour gérer les utilisateurs, et cela peut être un annuaire LDAP ou un Active Directory. Et on pourra même implémenter un provider custom si nos identités sont stockées dans un magasin de données tel qu'une base de données. Donc pour le coup, Keycloak est assez flexible sur ce point. Et une autre fonctionnalité aussi que prend en charge Keycloak est le service d'autorisation. Le but de cette fonctionnalité est tout simplement de répondre aux besoins des entreprises dont leur modèle d'habilitation n'est pas basé sur le modèle Airbag pour tout ce qui est Role-Based Access Control. Du coup, c'est avec cette fonctionnalité que Keycloak permettra aux organisations d'avoir une plus grande flexibilité sur la mise en place de leur propre modèle d'habilitation. On peut parler aussi d'une autre fonction qui est les thèmes et l'extensibilité. Ce qui est pas mal aussi avec Keycloak, c'est de pouvoir personnaliser son design, donc son IHM native, si cette dernière ne répond pas à la charte graphique interne de l'entreprise. Attention quand même, mais cela peut être un peu chronophage. Donc si vous voulez vraiment modifier tout l'aspect de l'application, donc de la solution Keycloak, en ce qui concerne l'extensibilité, Keycloak permettra d'étendre ses fonctions par l'implémentation par exemple de nouveaux endpoints REST afin d'étendre les fonctions des API standards que la solution propose nativement. Et finalement, la solution nous fournit aussi une console d'administration et une console de gestion de compte. Donc l'interface web d'administration permettra d'administrer la solution comme le nom l'indique, et l'interface de gestion de compte permettra aux utilisateurs de gérer leur compte, comme par exemple changer leur mot de passe, mettre à jour leur information personnelle ou déclarer leur OTP. Maintenant qu'on connaît les fonctions que propose Keycloak, on va aborder la présentation des objets de base de Keycloak. Dans cette vidéo, on va survoler rapidement les objets de base de Keycloak sans rentrer dans les détails de la configuration. Pour cela, je vais commencer par démarrer mon Keycloak. Donc, je vais directement dans le répertoire d'installation de Keycloak et je lance un kc.sh start-dev. Je vais attendre que mon Keycloak démarre. Il a l'air d'avoir démarré, donc je vais réduire. Je vais ouvrir mon navigateur et je vais directement en localhost 8080, admin console. Je vais obtenir ma mire d'authentification. Je vais renseigner username. Donc, le username, ça va être admin et le password admin par défaut. Je me connecte et j'atterris directement au niveau de ma page d'accueil. Ok. Du coup, le tout premier objet qu'il faudrait connaître est les realms. On peut créer plusieurs realms, donc c'est les royaumes, au sein d'une même instance Keycloak. Le premier objectif des royaumes est de créer un cloisonnement logique des données et des objets qui vont être créés dans chaque royaume dans Keycloak, d'accord? Ici, par exemple, on a un premier royaume qui est le master, mais à ne jamais utiliser car il est destiné principalement à l'administration de la solution. Donc le premier réflexe à avoir quand on veut utiliser Keycloak est de créer un nouveau royaume. Ce qu'on va faire tout de suite et qui nous servira à présenter les autres objets de Keycloak, même si on aurait pu faire cette présentation dans ce même royaume, donc le royaume de master. Donc ce que je vais faire un create realms. Donc je vais donner le nom à mon royaume en faisant nightsec. Donc je vais le nommer nightsec. Et je fais un create. Donc il est actif par défaut. Donc il me dit que realm created successfully. Donc du coup je vais voir que il m'a basculé automatiquement vers mon nouveau royaume. Donc le deuxième objet qu'on va aborder dans cette présentation est les clients. Donc si on clique sur client, donc on peut créer un client. Donc là on va pas le faire, mais
car on ne va pas rentrer dans les détails des configurations de chaque fonctionnalité, mais du coup on est juste à l'étape de présentation. Donc les clients nous permettront tout simplement de configurer les applications qui voudraient déléguer le processus d'authentification à Keycloak, d'accord? Donc le troisième objet est les client scopes, d'accord? Ce qu'il faudrait savoir sur les client scopes, c'est qu'ils nous permettront de limiter la portée des clients sur certaines ressources de la solution. On aura l'occasion, bien sûr, de les croiser et de bien comprendre leurs intérêts. Le quatrième objet qu'on va aborder, donc, c'est les rôles. Les rôles, et ce dernier représente les droits d'une identité. Et on va voir aussi que on pourra les déclarer dans deux endroits différents au niveau de Keycloak. Le cinquième objet, c'est les users, donc il représente les identités. Donc ils contiendront tout simplement les informations sur nos utilisateurs, tels que le nom, le prénom et d'autres attributs custom si on veut. Après, on a les groupes qui représentent aussi les droits d'une identité. Et on va voir aussi qu'on peut y déclarer un ensemble d'attributs et de rôles et d'affecter des entités dans ces groupes-là. On a après les sessions. Les sessions, en fait, elles nous permettent tout simplement de visualiser toutes les sessions actives et ouvertes par les clients via Keycloak. D'accord? Puis, on a les events. Les events nous permettent de suivre un ensemble d'événements qui se produisent au niveau de la solution Keycloak. Par exemple, des erreurs d'authentification, des événements de demande d'access token et pas mal d'autres événements, bien sûr. Tout dépendra de ce qu'on active. Pour finir, sur la présentation des menus de la solution, on a un ensemble d'autres menus pour administrer Keycloak et qui sont les suivants. Donc, le premier, donc, il se retrouve dans le pavé configure. Donc, le premier, c'est le realm settings. Donc, ce menu-là, il nous permet de paramétrer notre royaume, donc d'ajouter des paramètres supplémentaires à la configuration de notre royaume. Typiquement, lors de la création, on avait créé que le nom du realm. Donc, on a cité que le nom du realm. Donc là, c'est le realm ID qui s'appelle NightSec. Après, on peut modifier son display name, donc son affichage, au lieu d'utiliser NightSec, utiliser du HTML, etc. Après, on a aussi un onglet login. Là, on peut aussi paramétrer plusieurs fonctionnalités sur le login, tel que le user sur la page de login, tel que le user registration. Donc ça nous permettra par exemple d'activer la possibilité d'auto-enregistration des utilisateurs au niveau de la solution. On peut aussi leur activer le fait que ils peuvent resetter leur password, etc. Après, on a aussi un onglet email où on peut paramétrer notre serveur SMTP, donc notre passerelle SMTP pour envoyer des mails. Typiquement, on a le host, le port, etc. Après aussi, on a un onglet thème. Donc, on peut rajouter les thèmes. Donc, du coup, c'est à ce niveau-là qu'on devrait personnaliser la page de login, la page de gestion des comptes, la page d'administration. Donc, on est au niveau de cette page. Donc, c'est ce qu'on appelle l'administration. Donc, l'admin UI, c'est celle-là. Après aussi, on peut mettre des templates de mail. Après, on a pas mal aussi, on a les keys, les events, la localisation. Typiquement ici, c'est pour prendre en charge l'internalisation de l'application Keycloak, etc. Donc, on va pas tarder trop sur la présentation de toutes les fonctionnalités, donc tous les paramétrages. Après, le deuxième menu, on a l'authentification. L'authentification, en fait, ça, il nous permet de mettre en place des workflows d'authentification. Typiquement, si on veut qu'un utilisateur, lors de l'authentification à une application, on lui présente typiquement une mire d'authentification avec mot de passe et username. Et quand il aura renseigné, donc en fonction de l'obligation de mettre un OTP ou une autre méthode d'authentification, on l'obligera à passer sur la deuxième méthode d'authentification pour faire du MFA. Après, on a le troisième menu, c'est l'Identity Provider. Typiquement ici, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le Social Login. Donc, c'est de permettre aux utilisateurs de leur proposer lors de l'authentification à se connecter avec un autre fournisseur d'identité tel que Facebook, GitHub, Microsoft, OpenShift, GitLab, Google, etc. Le User Federation, là, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est de permettre d'utiliser un autre référentiel d'identité tel que un LDAP, un Active Directory, etc.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à une introduction à la solution Keycloak. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner car c'est en s'abonnant que vous permettrez à cette chaîne de continuer à exister. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Keycloak.